Le Cameroun se trouve devant un piège. L'élection de 2025 est une élection à haut risque. Même si certains paraissent si optimistes et rassurants, même si Atangandji se tape la poitrine et menace de disqualifier des opposants, des candidats et de mettre d'autres dans le moulinex, toujours est-il que ça risque d'être caillou, ça risque d'être ninja, ça risque même de broyer la machine. Le peuple camerounais, comme s'il était dans une tombe, est en train de se réveiller. Le rôle des sectes, justement au Cameroun, était d'endormir, de zombifier le peuple camerounais. La seule chose, c'était bien évidemment d'aller faire des incantations dans de l'eau pour tuer toute idée de révolte. La pauvreté, c'était pour pousser le peuple camerounais à chercher des moyens de subsistance. Le tribalisme, c'était uniquement pour diviser les Camerounais afin qu'ils ne puissent pas s'unir et regarder en commun l'ennemi qui détruit leur pays, leur vie et l'avenir de leurs enfants. Mais la force de Satan, la ruse de Satan a toujours un temps. De la même façon que Paul Biya marche déjà comme s'il était activé par une pile qui est en train de finir. De la même manière, son énergie mystique, son aura est en train de finir. De la même manière, le peuple longtemps endormi est en train de comprendre, est en train de se poser des questions, des interrogations, et du coup, arrive à ce qu'on peut appeler un dénominateur commun. Le changement. Le régime RDPC peut encore chercher à tourner. Oui, parce que Paul Biya, c'est le lion et les autres sont des moutons. Qu'est-ce que les moutons peuvent faire devant un lion? Mais sauf que ces moutons ont déjà des cornes et ont même des dents et ont compris qu'elles peuvent aussi mordre. Dans toutes les régions, donc, on se rend compte que ça bouge. Dans toutes les régions, on voit des gens se lever pour des revendications. Lors de la dernière élection en 2018, Paul Biya était parti encore dans son enclos, flatter sa populace, son bétail électoral. Mais depuis le début de l'année, le septentrion, le Grand Nord, est en ébullition. On voit des mouvements de protestation nets partout. Envoyés comme sapeurs-pompiers à Atangandji et Ferdinand Ngongo n'ont pu qu'observer le feu qui était en train de couver, qui risquait de ravager cette partie de la région. Jeunes, femmes et même vieux, tous aujourd'hui, qui pourtant faisaient la force et la fusion avec le RDPC dans le même avion, et ils voulaient toujours dire qu'il c'était un attelage nord-sud pour le pouvoir au nord, ça part au sud, puisque c'est Aïdjo qui était du nord, il a envoyé le pouvoir au sud, donc ça va partir du sud pour le nord, mais sauf que, au bout de 43 ans, les nordistes se disent, c'est un marché de dupes, les gars s'ils ne veulent pas nous donner le pouvoir. Et du coup, ce qui faisait donc la coalition
avec ce gouvernement et qui prétendait être dans l'opposition commencent déjà à prendre position. Tel est le cas de Issa Chiroma. Chacun d'entre vous a pu observer la sortie de Issa Chiroma en Fufulde. Rarement, il avait été aussi percutant, puisque à une certaine période, il était d'ailleurs le porte-parole du gouvernement et était capable de vous dire que Paul Biya de Satan est devenu le vrai Dieu, qu'il était même plus saint que Dieu, qu'il faisait plus de miracles que Jésus-Christ. Avec son parti, le FSNC, Issa Chiroma pouvait négocier avec Paul Biya pour qu'il ait tel poste important. Mais depuis le dernier remaniement, Issa Chiroma n'est plus content. Et Issa Chiroma a vu qu'il était dans le magasin. Et je vous le disais, il allait faire une sortie. La sortie de Issa Chiroma est donc un véritable coup de poignard dans le dos de Paul Biya qui s'est dit trahi. Trahi parce que il dit qu'il a tout donné à Issa Chiroma au Grand Nord et en attendant, quelqu'un d'autre est en train de se préparer. Bello Bouba Maïgari, ancien Premier ministre, aujourd'hui ministre du Tourisme, Bello Bouba n'a plus jamais dit un mot. Mais cependant, il convoque lui aussi une assemblée à la fin du mois de juin pour prendre aussi une décision qui sera radicale. Va-t-il poursuivre son aventure avec Paul Biya ou alors va-t-il lui-même se présenter ou alors soutenir une candidature ou du Grand Nord ou alors tout simplement de l'opposition? Une chose est sûre, c'est que les positions ont changé. Avec la mobilisation des 100 jeunes, qui a été un véritable échec, eh bien, les hommes politiques ont compris qu'ils n'étaient plus compris. Ils ont compris que le peuple du Grand Nord voulait le changement. Ils ont compris que 2025 ne sera pas très simple pour eux et qu'ils risquent de se retrouver dans leur bateau seuls. Alors, avant qu'il ne se fasse tard, avant que la tempête, l'orage n'arrive, ils cherchent de revendiquer, de renverser le sens des aiguilles, le sens de la boussole. Vont-ils déboussoler l'opinion? Vont-ils jouer au caméléon avant de reprendre encore leur position pour bien aller négocier avec le RDPC? Ceci semble aussi très compliqué comme équation. Issa Chiroma n'a donc pas tardé. Il a fait la sortie pour un Grand Nord qui aujourd'hui retrouve le Nord. Là, c'est en Fufulde. Pour ceux qui comprennent la langue Fufulde, ils peuvent nous traduire en commentaire. Mais ici, j'ai quand même quelques extraits de ce qu'elle dit. Toute personne qui vous invite à voter pour une chose déjà reconnue comme étant la cause de votre mal-être, c'est lui votre ennemi. Est-ce qu'on se comprend? Il poursuit. Vous savez qu'un parti vous a posé un problème
Vos jeunes filles restent sans mariage. Parce que les jeunes hommes sont sans activité professionnelle, sans revenus. Et ce, en dépit de leurs multiples prières pour obtenir des hommes valables. Or, comme vous le savez dans notre contexte, un homme devient valable que quand il a une activité génératrice de revenus. Comment vont-ils l'avoir si dans tous les concours qu'ils font, on les recale? Il poursuit. En plus, il n'y a aucun investissement dit de ce nom qui est fait pour les aider. Ils sont dans une misère indescriptible. Et c'est dans cette condition que quelqu'un se lève et veut vous forcer à voter pour une personne. Voilà. L'activité épistolaire de Marafa Amidou Yaya dérange le gouvernement au point de justifier une sortie médiatique au lendemain de la publication de la 4e lettre et 48. Ça, c'est parce que je vais vous faire écouter Issa Chiroma, ce qu'il disait avant. Mais je n'ai pas fini la traduction. C'est pour ça que j'ai d'abord arrêté. En plus, dit Issa Chiroma, il n'y a aucun investissement digne de ce nom qui est fait pour les aider. Ils sont dans une misère indescriptible. Et c'est dans ces conditions que quelqu'un se lève et veut vous forcer à voter pour une personne ou pour un parti qui n'a pour seul projet que de vous apporter davantage de misère. N'est-ce pas là une véritable calamité? Le même Issa Chiroma, associé à Paul Biya, ancien porte-parole du gouvernement, blanchisseur, il nous dit, seule votre prise de conscience peut vous protéger de cette calamité. Même si c'est moi, Chiroma, qui vous dis demain de voter pour les responsables de vos malheurs, considérez-moi comme votre ennemi. On poursuit. Ce que vous me voyez faire, c'est parce que je serai devant vous. Demain ou après-demain, je serai de retour ici, parmi vous. Je n'ai rien d'autre qui m'est plus cher que vous. Ce n'est plus son poste, ce n'est plus sa voiture. Ce ne sont plus ses enfants, ce ne sont plus ses gars. Bon, et continue. Continuons. Ça, Chiroma. Certes, on n'a pas pu vous sortir de la misère hier. Mais aujourd'hui, si on s'unit, si nous nous mettons ensemble, on peut le faire. Vous sortirez de vos souffrances. Comme je vous l'ai dit, il a plu par la volonté de Dieu. Mais Dieu ne viendra pas s'aimer à notre place. Il est temps que chacun fasse son travail, s'inscrire sur la liste électorale et obtenir sa carte pour faire un choix audacieux qui nous sortira de la misère de ces 42 ans. Bref, le porte-parole du gouvernement de Biya nous dit que ils nous ont apporté, pas seulement au Grand Nord, pas seulement au Septentrion, pas seulement à ses électeurs, mais au Cameroun, la misère pendant 42 ans. C'est Issa Chiroma qui nous dit, porte-parole du gouvernement de Paul Biya, ancien opposant, qui a commencé à taper sur nos opposants, et même ses collègues du gouvernement. Vous vous rappelez? Marafa. Marafa est du même coin que Issa Chiroma. On les a appelés.
que venait ici, Paul Biya, pour régner à Idjo. Parce que Idjo étant de Garoua, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les frères d'Aïdjo pour venir régner à Idjo. Pour venir travailler contre la mémoire d'Aïdjo. C'est pour ça donc il prend des gens comme Bello Bouba, un pel de Garoua. Il prend un parleur comme Chiroma pour dire, vous voyez, j'ai pardonné. Et il était putschiste là. Et du coup, Chiroma a oublié qu'il avait bu les urines. Qu'on l'avait enfermé pendant 7 ans pour rien, juste parce qu'on voulait faire une purge contre les nordistes. Chiroma s'est mis, dès qu'on lui a donné le pain sardine, donc avec quelques millions là, on l'a nommé là, que va aussi un peu voler là à Camerco et consort là et tout ça. Il a régné ses frères. Son propre ami, Marafa, le voilà déjà aveugle de l'œil gauche. J'avais fait un direct ici pour alerter que Marafa bientôt va perdre ses yeux. Il a déjà perdu donc définitivement un. Il lui reste un seul, qui est aussi malade. Il va perdre ça là-bas. Quand Marafa écrivait, étant en prison, Marafa était dans le gouvernement de Biya, secrétaire général. Parce que Biya savait que ce monsieur ayant un destin, étant intelligent, étant aussi peul, étant de Garoua, vient faire le sale job. Et il a piégé Marafa. Marafa a cru à l'alliance Nord-Sud, c'est-à-dire que le Nord a donné le pouvoir au Sud. Le Sud va aussi renvoyer le pouvoir au Nord. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a seulement renvoyé le nordiste qui était le plus percutant, le plus intelligent, ou alors qui d'ailleurs était porté même par l'Occident, comme Paul Biya. Paul Biya, il a piégé. Allez, il a dit, je t'envoie comme président à Kondengi. C'est là-bas où se trouve Marafa. Maintenant, au CED, à la prison du CED. Étant en prison, il faisait ses prières et écrivait ses lettres pour envoyer au mur de lamentation. Mais qui le combattait? Qui disait que le régime est très bon? C'était Issa Chiroma. C'est lui qui était le plus grand détracteur de son propre frère. Nous le mettons donc. Après la prise de position du président de l'Assemblée nationale, d'après le porte-parole du gouvernement, les écrits de Marafa Hamidou Yahya ne sont ni plus ni moins que de la gesticulation, doublée de la manipulation. Dans la 4e lettre, le ministre Marafa a dit « Je vous écris de Kondengi », alors qu'il était déjà au CED. Ça atteste donc de ce que ce n'est pas de la prison qu'il écrit. Ça atteste donc de ce qu'il a dans son réseau avec un mécanisme bien huilé qui est en train de travailler. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cette raison que je dis que son pistolet est un pistolet mouillé. Le peuple enrayé. Le peuple ne se laissera pas faire. Pour le ministre de la Communication, la presse ne doit pas relayer les lettres de Marafa Hamidou Yahya. Lorsque ces lettres sont disponibles, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les froisser et jeter dans la poubelle. Donc nous aussi, on va commencer à froisser tes discours, on jette dans la poubelle. Mais vous connaissez ce qui est caché derrière cette information. Le ministre Marafa cherche à utiliser la presse comme un pistolet qu'on poserait sur la table afin de prendre toute la nation en otage. Ce que le ministre Marafa est en train de faire, c'est de cristalliser l'attention. Que la nation qui marche vers ce destin que tous nous avons choisi, que cette marche-là s'arrête. Parce qu'il faut cristalliser l'attention sur lui, parce qu'il devient l'abcès de fixation. C'est ce qu'il cherche et il s'appuie sur la presse pour le faire. Les journalistes n'ont pas manqué d'interpeller le ministre de la Communication sur la première et la 4e lettre dans lesquelles Marafa Hamidou Yahya l'indexe clairement, notamment sur sa gestion du crash de 1995, du temps où il était ministre des Transports. Il est en train de servir un plat rassis.
complètement éculé. J'ai des éléments de réponse parce que j'étais ministre des Transports et président de la commission d'enquête. Mais je refuse de répondre à votre question. J'ai des éléments, mais je refuse. Vous ne me ferez rien dire. Je ne confesserai pas devant vous. Et vous n'êtes pas tribunal ou procureur pour m'amener à parler. Hein? D'après le ministre de la Communication, le gouvernement est serein et ce ne sont pas les lettres de Marafa Hamidou Yahya qui pourraient le distraire. Une attitude qui a fait sourire les journalistes. Et ces derniers de se demander s'y réunir au moins 5 organes de presse, parmi les plus représentatifs de la scène, pour parler de Marafa Hamidou Yahya, était d'épiphénomène. À chacun de se faire une opinion. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de recto verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé dénommée Magique FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakar. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Aïdjo, le voué aux gémonies. Tous les collaborateurs du président Aïdjo sont morts misérables. Tous. Allez voir. Là, il n'avait pas encore l'huile de sardine dans la tête. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Aïdjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Aïdjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose à ce rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Aïdjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun. Et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Aïdjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres de boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité, ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, regardez comment Issa Chiroma écoute comme ce qu'il a dit. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau de il était lucide, hein? C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de la simulation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Voilà. Vous voyez donc que Issa Chiroma était lucide. Quand il faisait cette analyse, elle était logique. Mais comment ils font pour tourner la langue? Vous voyez donc que c'est le phénomène, comment on l'appelle, au Wonangini. C'est-à-dire que tu dis une chose aujourd'hui et on ne te donne pas à manger, tu dis le contraire. Issa Chiroma peut-être veut faire monter les enchères. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il tient. Paul Biya, il faut le savoir, hein? C'est pas une blague.
c'est l'une des personnes qui mobilise là-bas dans le septentrion et surtout à Maroua. Il faut savoir que Maroua Centre est contrôlé par Issa Chiroma aujourd'hui. Et vous savez que lors de la dernière élection, Paul Biya est parti faire sa campagne où? C'était à Maroua Centre. Et c'est là le siège de Issa Chiroma désormais. Il faut savoir d'ailleurs que le Diamaré, de façon globale, est contrôlé par ce Issa Chiroma à travers un griot, comment on l'appelle? Salmana. Salmana, c'est quelqu'un qui jouait, je ne sais pas comment il faisait ça, et tout. Bon. C'est lui maintenant qui contrôle donc là-bas. Donc c'est Issa Chiroma. Paul Biya a donc déjà presque perdu là-bas. Et Issa Chiroma contrôle aussi une partie de Garoua. On peut même dire que Tokombere, là où se trouve, bon, Tokombere, Biya ne peut plus totalement contrôler ça. C'est l'un des plus grands villages du Cameroun, sinon le plus grand village du Cameroun, c'est le village de Kabaye de Djibril. Mais le problème, c'est que là-bas aussi, Paul Biya a un problème. Parce que c'est aussi le village de Mamadou Mota. Les députés de l'UNDP, ils sont où? C'est dans la Damawa. L'UNDP contrôle la Damawa. Donc imaginez, si par exemple un type comme Bello Bouba, lui aussi tourne le dos à Biya, il aura quoi? Regardez seulement comment le RDPC a échoué là-bas pour les législatives. Puisque l'UNDP, à l'époque c'est le RDPC qui contrôlait ça, c'est-à-dire que vous avez, il y avait le député Ali Bachir, que vous avez entendu parler longtemps là, qui avait régné là-bas pendant 17 ans. Mais vous voyez, il a été dégagé. Ne pourra plus jamais gagner une... Donc, il avait duré là-bas 17 ans. Ali Bachir a été battu par Abba Alim. Donc, ce n'est plus favorable au RDPC, ni à Paul Biya. Ce n'est donc pas une blague. Quand vous voyez les gens se lever et vous dire que le Nord, le Grand Nord, le Septentrion, que le RDPC ne peut plus gagner, ce n'est pas une blague. Parce que même les lamidos qu'on dit là et tout, oui, on va dire que celui qui est beaucoup plus populaire là, c'est qui? Il est même beaucoup plus populaire que Kabaye Djibril. Manao Damalaki. Manao Damalaki a un problème. Le ministre de la Santé. Dans l'affaire du Covid, il a pris la main dans le sac. Donc, on s'est dit que Manao Damalaki s'est dit que si Paul Biya passe, lui, il finira en prison. Donc, Manao Damalaki, qui est le plus populaire aussi actuellement là-bas, lui-même, même étant du RDPC, ne veut pas totalement la victoire de Paul Biya. Lui-même, il part là-bas derrière, il refait d'autres petits meetings. Il dit vraiment, on est en train de voir ce qui va se passer là. Manao Damalaki, vous pouvez faire comme ça, lui-même, il sort là, bim, il est candidat. Le Grand Nord a tourné le dos. Donc les gens qui disent là que, oh, il n'y aura rien, oh, il n'y aura pas ceci, ne sera chaud. Paul Biya a obtenu, rappelez-vous, 1 200 000 voix. Peut-être que les gens oublient que le Grand Nord seul constitue il y a 40% de l'électorat. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas, d'autres sont même au centre, ils sont au littoral, ils sont ceci et cela. Et ils entendent et ils voient ce qui est en train de se passer. Le Grand Nord en ébullition,
le Grand Nord fait la révolution. Dans le Grand Nord. Alors, c'est comme si le Grand Nord était coupé du reste du Cameroun. En 2018, vous n'avez pas entendu le Grand Nord. Et moi, mon rôle, j'avais dit, c'est d'abattre ce mur politique qui a été érigé depuis la colonisation entre le Grand Nord et le Grand Sud, sur le plan politique, hein, je dis, et avec cet axe qui était là, le RDPC était tranquille. Hein. Vous faites les votes dans la partie sud, après on vous dit, on attend les résultats du Grand Nord, et puis ça change tout. Et quelqu'un a sorti les statistiques en disant que dans le score de 71% du président Biya, presque 48% viennent du Nord, du Grand Nord. Donc vous comprenez, nous on a mis fin à ça. On n'est même pas en train de mettre fin, on a mis fin à ça. Le RDPC ne pourra plus jamais, en tout cas le RDPC tel qu'il est, ne pourra plus jamais gagner une élection dans le Grand Nord. Alors, j'ai lu ces commentaires où j'invitais les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Avec ça, j'ai critiqué l'excès de documents demandés, mais j'étais surprise de lire de tous les côtés Bamileke, Petite Bami. Ça prouve une fois de plus que c'est que les Bamileke que vous jugez réfléchis dans ce pays. Savez-vous que les Bami et les Eka ne sont pas les seuls groupes ethniques au Cameroun? Vous nous étouffez déjà. Alors laissez-moi vous informer que je ne suis pas Bamileke. Je viens de la région très marginalisée. C'est la même appelée la première fille du renouveau et en même temps la plus pauvre. Regardez, nous à l'extrême nord, on est fatigué d'être moqué, on est fatigué d'être marginalisé, on est fatigué de cette précarité. Nous sommes fatigués d'être sur le bétail électoral, nous sommes fatigués d'être sur le mouton du Nord. Au point où on voit un babana, on pense directement, soit il est motoman, soit il est quartier, avec sa licence en poche. À l'extrême nord, on n'a pas d'industrie. Les seules industries qu'on avait, c'est la semerie et l'assaut de coton. C'est la même, elles ne parviennent pas à nourrir la région en elle-même. Nos enfants sont devenus des agresseurs partout. On nous a amené l'école de mine, mais où est l'industrie de mine? Après la formation, qu'est-ce qu'on fait de nos diplômes? Nos sœurs sont devenus des prostituées, nos frères des agresseurs, au point où ceux qui n'ont pas fait des études se moquent de nous en disant « avec ton diplôme, qu'as-tu fait ?» Le gouvernement nous a habitués au point où nous acceptons notre précarité, nous commandons l'eau, l'électricité, les routes, mais nous disent où est ta dignité. Un Tukuri Massa Baya Guidar était un homme très intelligent, intègre, fort, mais où es-tu? Pourquoi sommes-nous? Dis non à ce qui ne va pas, réclame ta richesse, réclame ta souveraineté. Tu n'as pas besoin de payer pour aller travailler, tu le mérites, tu es très intelligent, c'est ton droit, c'est ton Cameroun à toi aussi. On est fatigué du système du RDPC, on est vraiment fatigué. On a vu nos parents militer pour ce parti, mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils nous approvisent du jour au lendemain. Alors ne pensez pas que les Bamenda et les Bami qui sont fatigués de ce gouvernement. Nous, à l'extrême nord, Adamawa, on est aussi fatigués. La génération Android, la génération Z dit non. Nos frères et sœurs, après les diplômes, ils font les tontines, mais la région n'est pas du tout attractive aux investissements. Ils investissent, ils perdent, ils reviennent à zéro. Et ce n'est pas de la faute de la population si la région n'est pas attractive à l'investissement, c'est de la faute du gouvernement. Moi, personnellement, j'aime Maroua, c'est où je suis née et j'ai grandi. Mais je ne me vois pas en train de mettre 20 millions, sachant qu'après les études de marché, je suis sûre que je vais perdre si j'investis dans cette région. Et pour votre gouvernement, depuis ma naissance, je n'ai jamais milité pour un parti politique. Et s'il y a un seul vrai opposant du système en place, nous, la Gen Z de l'extrême nord Adamawa, nous le choisirons. Et je veux m'adresser aux commerçants, députés et maires qui militent pour le RDPC. Voilà qui veut dire quand on tout business au top car dans l'euro, on a pour t'en gobelum. Si pas 1 million, on a aussi pas 10 millions. Mon pour t'en gobelum na on peut comme son heavy cougar, on hisi doko e bolo wala famille mum seta kola fulo hebaka ntoki to bani manon e warta bo million 100 million no gas pembe makata on dite de man no warta sargata on ndare ne a Nigeria gouverneur du Nigeria no 50 million makande gitena nangam business do ka agro machu donc man mi toro to amaro bo bengata na min business bengata na min industry so ngano ngeta ka RDPC ka yidion comparé 14% taux de pauvreté à Roma, 69% taux de pauvreté à Medendo. Non, il demande une faute ricadi. Maniaron de Roma, minimum vital d'Okata, ou Indian, ou Yite, d'Arene Gabon, Gabon a pour extrêmement femme de go, à ma pays de ma double. Je rappelle à quelqu'un qui demandait là, qui me posait une question.
population de 2 millions d'habitants. Garoua seul a plus de 6 millions d'habitants. C'est la troisième ville du Cameroun. Mais non, le nordiste n'est pas paresseux comme ils veulent qu'on accepte. Le nordiste est d'abord très très intelligent. Ceux qui comprennent peuvent traduire, hein, honnêtement. Vous traduisez là en bas de l'écran. Pour que les autres comprennent. Bref, unissons et construisons ensemble notre pays. Il y a moins de 50 ans, Corée était au même pied d'égalité que le Cameroun. On peut le faire, on peut ressusciter le Cameroun si nous sommes unis. Nous sommes à Garoua. Nous sommes à Garoua. Aujourd'hui, même le peuple de Grand Nord est déterminé. Et nous avons tout bloqué aujourd'hui pour nos revendications. Voilà, le gouvernement, avec la complicité de certaines élites du Grand Nord, on a arraché les terres. Mais le peuple est debout, on a bloqué tout. Et c'est comme ça, ça va se passer le jour où le peuple, dans l'ensemble, nous allons bloquer tout. Rien ne va passer, rien ne va rentrer. Nous sommes à la rentrée de Garoua. Rabinga. Nous ne sommes pas encore à l'élection présidentielle. Vous croyez que vous allez vraiment voler l'élection là? Vous allez mettre, que vous allez soumettre ces gens, que vous allez remplir les bulletins dans les urnes comme on fait souvent là avec les lamidos. Ceci est déjà une avance, un avant-goût. Vous voyez, la route est barrée par des arbres. Matangani dit que on va écraser les gens comme le condiment. On va les écraser. Lui-même, quand il est allé là-bas, il a tué. Il a boum, jusqu'à oublier la veste. Tout comme des femmes dans les entrailles de la terre pour un peu d'eau. Regardez, ça c'est chez Cavaillé Légué Djibril. Vous voyez le puits? Regardez cette vidéo, Seigneur, quelle intimité. Ce sont des femmes, ce sont des êtres humains. Regardez comment elles dorment, regardez où elles vont, regardez dans quel creux, c'est quel type de puits comme ça, à ciel ouvert. Regardez le risque. Ce sont nos mères, nos soeurs, nos nièces, nos cousines. Regardez-les. Je viens de visionner, je visionne encore cette vidéo bouleversante. Des femmes, comme je l'ai dit, nos mères, nos soeurs, nos filles, obligées de descendre dans un trou rocheux, ou un caillou avec des cailloux. Regardez cette vidéo. C'est de danger partout à la recherche d'un peu d'eau à boire. Cette source vitale, que tout État digne de ce nom garantit à ses citoyens, à ses populations. Quelle indignité cet État, nos gouvernants. Incroyable. Quelle malédiction, quelle malchance. Cher RDPC, maudit sois-tu. Maudit sois-tu. C'est quoi ça? Tu n'as pas pitié des populations? Tu n'as pas pitié de nos mamans, de tes mères? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un peu d'eau, Seigneur Jésus. Cela se passe à Tokobéli. Oui, dans le département du Malo-Sava. Là même où réside l'actuel président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Seigneur Jésus. C'est l'année passée ou surpassée, des enfants sont morts à la recherche d'eau. Parce que la terre est tombée dessus, l'eau est tombée dessus. C'est encore, oh Seigneur. Paul Biya, oh yeah. Malchance, Seigneur. Pourquoi tu nous fais ça, Dieu? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Quel symbole tragique. D'un côté, le sommet du pouvoir parlementaire. De l'autre, la misère la plus humiliante. Celle qui force les hommes à risquer leur vie chaque jour pour remplir une calebasse d'eau. Et puis quel type, quel genre d'eau, quelle qualité, Seigneur. Bienvenue aux maladies. Où sont passées nos élites? Où sont les plans d'adduction d'eau, Seigneur? RDPC. Les finances publiques pour cette cause, où sont-elles? Seigneur, les promesses électorales, où sont-elles passées? Que reste-t-il de la mission républicaine des mandataires du peuple?
les députés, les maires, où êtes-vous? Applaudir seulement au RDPC, malchance Seigneur. Maudit soit le RDPC. Franchement, ça fait mal, très mal. C'est quelle histoire ça? Votre silence, vous n'avez pas pitié de vos mamans? Non. Seigneur Jésus. Où sont passées les promesses électorales? Que reste-t-il de la mission républicaine des mandataires du peuple, les élus du peuple, les maires, les députés, les sénateurs? Où sont-ils? Où sont-ils passés? Leur silence face à cette indignité est une insulte à la souffrance quotidienne des populations. Il est inadmissible qu'en 2025, dans un pays aussi riche en ressources humaines, naturelles et en institutions, des citoyens vivent encore dans des conditions pareilles, dans des conditions inhumaines. Tokobéré n'est pas un cas isolé. Il y en a encore dans le département du Maroc-Sanaka. Il y en a un peu partout. L'extrême nord, le nord. Quelle indignité! Quelle indignité! Quelle indignité! Il est le miroir brisé de ce que vivent des milliers de familles dans le Grand Nord. Cette vidéo que vous voyez, cette vidéo-là, ce n'est pas seulement une question de développement, c'est une question de dignité, une question de responsabilité et surtout de justice sociale. Tout le monde a droit à l'eau, à la vie. L'eau, c'est la vie. Pendant que nous cherchons de l'eau et nous sommes dans les champagnes, Seigneur Jésus, nous ne voulons que de l'eau. Nos élites doivent sortir de leur torpeur confortable et affronter la réalité du terrain. Voilà ce qui se dit sur le terrain. La politique ne peut plus se limiter à des discours creux dans des salons climatisés où ces gens-là vivent. Non, la politique ne peut plus se limiter à ce cas. C'est fini. Elle doit se traduire en actes concrets, visibles et durables pour éviter ce genre de vidéos. Il est temps que les populations ouvrent les yeux. Il est temps d'exiger des comptes. Il est temps de mettre fin à l'indifférence complice de ces gens. Nous devons nous lever. Mayo Sanaka, Mayo Sava, le Grand Nord en général, vous voyez ce qui se passe. Si vous votez encore pour ces gens-là, nos bourreaux, ces gens qui ne veulent même pas nous donner l'eau, par conséquent, nous refusons la vie, c'est que vous-même vous avez un problème dans la tête. Chers jeunes, il est de notre devoir de conscientiser ces populations, de leur signifier que l'eau c'est la vie et que c'est le devoir de l'État de donner quand même de l'eau. L'eau, Seigneur, l'eau à boire. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voulez voter encore ce régime? Subhanallah, Subhanallah. Non, ça ne peut pas passer. Vous n'allez plus. C'est fini. Hein? C'est fini. Ça là, c'est quoi, Seigneur? Non, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est. Imaginez ce que les prennent. Imaginez. Du champagne seulement. Nous cherchons de l'eau. Seigneur, aie pitié de nous. Pourquoi tu n'as pas pitié de nous? Fais partir ces gens. Nous, on va t'aider. Peut-être que attends que nous, on ne fasse pas. Cette fois-ci, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas jusqu'à ce qu'ils partent. Nous avons juste besoin de ton soutien. C'est tout ce qu'on te demande. Fais-nous partir ces gens, Seigneur. Nous sommes là d'ailleurs. Nous allons être là pour les faire partir. Nous ne pouvons plus. Adieu. RDPC, c'est fini. C'est ton dernier mandat. Ne cherche même pas à tergiverser, à aller à gauche. C'est fini. Personne ne va plus te voter. L'armée, les fonctionnaires de tout bord, personne ne va plus te voter. C'est fini comme ça. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est quelle histoire? C'est un manque de respect pour nos mamans, nos filles, nos soeurs, nos cousines, nos nièces. C'est quelle histoire ça? De l'eau à boire? Non, c'est fini. Mesdames et messieurs, c'est fini cette histoire. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on connaît le nombre d'élites qu'il y a là-bas, ce n'est pas normal lorsqu'on sait par exemple que dans le Grand Nord, la seule grande industrie, c'est la soie de coton. Mais la soie de coton profite à qui? 1 kilogramme de coton n'est même jamais passé à 400 francs CFA. Les inondations, Boko Haram, les enlèvements, pas d'école, pas de dispensaire. Mais vous voulez que les gens soient calmes?
Le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont encore même mettre le doigt dans la blessure qui n'est pas encore cicatrisée. Avec l'épuration qu'il y a eu, soi-disant pour le coup d'État où beaucoup de soldats, beaucoup de militaires et même les hauts gradés de l'armée originaires du Grand Nord avaient été assassinés, enterrés dans des fosses communes et jusqu'à présent on n'a pas remis les corps. Au moment où ils sont en train de pleurer, au lieu de les écouter, on recommence les mêmes menaces. Les mêmes gens reviennent. Cette fois-ci, c'est Dieudonné Somba, comme Wanangini, avec les anglophones. Oui, c'est pour ça que nous, à l'époque, d'ailleurs, à Keremouna, comme j'ai dit, qui vient, qui arrive à Paris le 22 juin, avait déjà dit, il m'avait dit, J.Point Remingono, ce que les gars là sont en train de dire, qu'ils vont envoyer le BIR, ils vont dresser les anglophones contre l'armée. Et cette guerre va durer minimum 20 ans. Il m'avait demandé de sensibiliser l'opinion. Aujourd'hui, c'est ce que je vois. Il m'avait dit que les gens seront tués. Lui qui était de ces zones anglophones-là. Et même pour aller enterrer son frère, il a été incapable. Voici, maintenant, Essomba, qui vient nous dire que vous, là, les nordistes, vous allez passer par où? Vous pouvez même prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force. Donc, ici à Yaoundé, nous, on est là. Les institutions de l'institution. C'est-à-dire que le palais appartient déjà aux Ekambeti. Ça appartient déjà à Essomba. Écoutez. C'est pas la philosophie. Et au Cameroun, d'ailleurs, comme d'ailleurs en Afrique centrale, le pouvoir, c'est d'abord la force. C'est celui qui a les armes, celui qui contrôle les institutions, et celui qui contrôle la capitale, politiquement. Puisque si vous ne pouvez pas organiser une insurrection contre Franck Yaoundé, hein, vous serez écrasé. L'environnement politique de Yaoundé n'est pas favorable à une insurrection contre Franck. Donc quand les gens disent que le Cameroun n'est pas le Cameroun, ils disent ça sur quelle base? Si on apprend que Franck maintenant, il a remplacé son père, ce qu'il s'agit de, ils vont faire quoi? De manière opérationnelle, ils vont faire quoi? Ils contrôlent l'armée? Non. Ils contrôlent le conseil constitutionnel? Non. Ils contrôlent le camp? Non. Ils contrôlent la capitale? Non. Ils peuvent venir faire des instructions Yaoundé? Non. Ils disent donc que ce n'est pas possible sur la base de quoi on décide où mourir. Ils iront sortir où mourir de la tombe où lui-même n'a pas été tué. Hein? Qu'est-ce qu'il leur dit que si nous amènons leur où mourir, ils ne seront pas tués à nouveau. Mais il faut arrêter avec ça. Je pense qu'il faut être réaliste. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combattre un système quand vous n'avez pas de capacités d'analyse stratégique. C'est-à-dire du rapport de force. Le rapport de force des héritiers de Biya. Le rapport de force est exagérément en faveur des héritiers de Biya. Et la France elle-même n'agit que sur la base de force en présence. Comme ces gens sont toujours eux-mêmes des francophiles, on ne voit pas très bien comment Macron pourra venir intervenir contre eux. Hein? Donc, il faut dire que du point de vue stratégique, il n'est pas possible que le pouvoir échappe à des descendants de Biya, aux héritiers de Biya. Ce n'est pas techniquement possible. Donc c'est quelqu'un du palais qui va succéder à Biya, c'est tout. Je crois qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Pour celui qui sait faire le rapport, les autres là, c'est du bavardage. C'est du verbiage pur. Hein? C'est du verbiage. Vous ne pouvez rien faire à Yaoundé. Vous ne pouvez rien.
Vous ne comprenez pas l'armée, vous ne comprenez rien du tout. Sur la base des déclarations de quelqu'un qui est mort lui-même assassiné, vous racontez que vous allez changer quoi là? Non. Je pense que j'avais demandé au Camerounais que le seul débat qui va à la peine, c'est changer la forme de l'État de manière à permettre à tous les segments communautaires de gérer les ressources publiques, chacun sur son pan de territoire, avec un grand État qui coiffe tout ça et qui est limité aux articles de coordination. Mais tout... Selon Esson Badon, personne d'autre, à part Biya et son clan, ne pas entrer à Etoudi. Le palais qu'a construit Ahmad Ouahidou, avec l'argent de tous les Camerounais. Et c'est comme ça que beaucoup réfléchissent. C'est pour ça qu'ils entassent des richesses. Ils se disent que j'ai des frères, j'ai ceci, j'ai cela. Ils vont combattre pour moi. Mais sauf que ils font une mauvaise analyse. Le même qui avait trouvé donc que les Ambazoniens n'étaient pas formés, n'avaient pas des armes, n'avaient pas de moyens financiers. Combien de soldats sont morts? Ce sont les mêmes analystes qui avaient poussé Mobutu à la faute. Parce qu'ils se disaient, Kabila c'est qui? Mais l'histoire nous apprend autre chose aujourd'hui. Le pire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une seule région, d'une seule ethnie. Il s'agit, comme j'ai dit, de tout le Cameroun qui bouge, de toutes les couches sociales qui bougent, et aussi même de la planète. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine, en Israël, en Iran, donc même la géopolitique internationale va entrer en compte. La France pourra-t-elle continuer à soutenir Biya? Elle-même est déjà inquiète. D'où le balai de visites et de contre-visites actuellement des hauts gradés de l'armée française et des diplomates européens, non seulement au palais de Toudi, mais déjà aussi en Boumaka. Ce qui a panique à bord, et cette panique, c'est parce qu'il y a des rapports détaillés qui disent que le Cameroun peut voler en éclat en 2025.